1748. Le 18 octobre, le traité d'Aix-la-Chapelle met fin à une guerre dont plus personne ne veut en Europe. Français, Espagnols, Anglais, Prussiens, Italiens, Hollandais et Autrichiens établissent une paix qui, pourtant, ne semble convenir à aucun d'entre eux. 1773. Clément XIV, poussé par les rois d'Espagne et de France, ordonne la dissolution de l'ordre des Jésuites, dont l'influence dérange les monarques. 1776. Le 4 juillet, à Philadelphie, Thomas Jefferson proclame l'indépendance de l'Amérique, qui s'émancipe ainsi du royaume d'Angleterre. 1788. Le roi d'Espagne meurt et laisse son trône à son fils Charles IV. C'est la nouvelle reine Marie-Louise qui nommera Goya peintre de la chambre du roi. 1789. La prise de la Bastille le 14 juillet à Paris est l'événement fondateur de la Révolution française et de la naissance de la Nouvelle République. 1808. Les troupes françaises occupent l'Espagne, mais le peuple se révolte et l'agitation gagne rapidement tout le territoire. La répression française est sanglante, la troupe tire sur les civils et procède à des exécutions en masse. Goya, très marqué par ces événements, les intègre à son œuvre. 1815. Les Anglais et les Prussiens battent les troupes de Napoléon dans la campagne belge. Protégé par sa vieille garde, l'empereur devra fuir la bataille. Cette défaite marque la fin de son règne. 1819. Vainqueur des Espagnols, Simon Bolivar proclame l'indépendance de la République de Colombie. 1746-1760. Londres et Paris sont certes les plus belles villes d'Europe, mais ce sont aussi les plus sales. Près d'un demi-million d'habitants s'y entassent. Sans trottoir ni égouts, les rues sont d'immondes bourges où se presse une population de plus en plus nombreuse. 1771. Le royaume de Savoie a franchi les paysans et leur permet d'acheter des terres. La noblesse est bien sûr contre ce nouvel édit. Les plus démunis aussi, car ils ne peuvent acquérir une terre et se voient ainsi privés de leur seule source de subsistance. 1775. L'ingénieur anglais James Watt, s'inspirant des travaux théoriques, perfectionne le système de la machine à vapeur pour l'adapter à des applications industrielles. 1783. Cette année, un coq, un canard et un mouton sont les premiers conquérants du ciel. Ils effectuent un vol de 10 minutes devant la cour de Versailles réunie, avant de s'écraser après un voyage de plus d'1 kilomètre. 1792. Le sucre, le café et d'autres produits de première nécessité viennent à manquer dans la capitale. Les Parisiens descendent dans la rue. 1795. La Convention adopte cette année le système métrique. 1 mètre équivaut à la 10 millionième partie du quart d'un méridien terrestre. Bientôt, tous les systèmes de mesure seront revus avec la création du litre, du kilo, de l'art et de la stère. 1800. Le chercheur italien Alessandro Volta met au point la première pile électrique. Cette invention permet de produire et de conserver de l'électricité à volonté et ouvre la voie à des recherches plus approfondies sur cette énergie encore peu connue qu'est l'électricité. 1826. Cette étrange image est l'une des premières photographies jamais prises par un appareil. C'est Nicéphore Niepce qui immortalise ainsi une vue de sa chambre sur laquelle on peut voir les toits et la cour de sa propriété. 1748. Un paysan florentin met au jour des marbres antiques, puis c'est une ville entière qui sort de terre. Pompéi est redécouverte après avoir été ensevelie sous les cendres du Vésuve. 1772. Une immense entreprise scientifique et littéraire arrive à son terme. Diderot publie le dernier des 17 volumes qui composent l'encyclopédie. Il s'est entouré d'illustres signatures pour mener à bien son projet. On retrouve ainsi les noms de Montesquieu, Buffon ou encore Turgot et bien sûr d'Alembert. 1774. Cette œuvre de jeunesse du plus célèbre des poètes allemands va rencontrer un succès tel qu'elle provoquera une série de suicides parmi ses lecteurs. Ce roman autobiographique de Goethe raconte les souffrances d'un jeune homme en proie aux affres d'un amour malheureux. 1784. Après des années d'interdiction, les noces de Figaro sont enfin autorisées. La satire de Beaumarchais, mise en musique par Mozart, est un énorme succès. Le public se presse pour découvrir l'œuvre si longtemps censurée. 1792. Le poète Jean-Pierre Clary de Florian publie un recueil de fables et relance ainsi la mode de ses textes courts, souvent inspirés par le monde de la campagne et le règne animal, qui raille sans complaisance les petits travers de l'homme. 1801. Lord Elgin rapporte en Angleterre la plupart des frises du Parthénon.
Elles seront rachetées par le British Museum, qui assurera ainsi la conservation de ce superbe témoignage de l'art grec antique. 1815. Symbole de Venise, les chevaux de Saint-Marc sont rendus à la ville par la France. Ils avaient été emportés par Napoléon lors de son passage dans la cité des Doges. 1822. Un jeune homme présente à l'Académie de Grenoble une incroyable découverte. Les hiéroglyphes sont la transcription écrite de la langue parlée par les anciens Égyptiens. Champollion a pu faire sa découverte grâce à la pierre de Rosette, une stèle sur laquelle est gravé un texte en égyptien accompagné de sa traduction en grec et en démotique. 1751. Boucher réalise une série de toiles représentant Miss Murphy, délaissant son style décoratif pour peindre des nus plus personnels. 1771-1772. La maîtresse de Louis XV, Madame du Barry, commande à Fragonard une série de tableaux rococo ayant pour thème les chemins de l'amour. 1775-1780. Louis David s'installe à Rome où il élabore un style nouveau inspiré par les œuvres des maîtres italiens et notamment de Raphaël. 1788. Le peintre, graveur et poète anglais William Blake invente un nouveau procédé de gravure colorée et de gravure miniature. En 1790, il publie Le mariage du ciel et de l'enfer qu'il illustre de ses propres gravures. 1801. Élève de David, Antoine Gros réalise l'une de ses premières grandes commandes, la bataille de Nazareth. Cette œuvre restée inachevée influencera des peintres comme Géricault ou Delacroix. 1814. Ce chef-d'œuvre d'Ingres va choquer le public, qui n'apprécie guère les déformations anatomiques apportées par le peintre. Sur le dos de ce nu, certains voient une vertèbre de trop. 1819. Géricault s'inspire d'un fait divers pour son radeau de la Méduse, le calvaire de marins français naufragés au large des côtes d'Afrique. Le tableau fait scandale, mais marque la fin de l'école de David et l'avènement d'une nouvelle génération de peintres. 1746-1766. Francisco Goya naît dans un petit village non loin de Saragosse. Très jeune, il travaille dans l'atelier de dorure de son père, puis, à 13 ans, il intègre l'Académie de peinture de Saragosse. Les débuts du jeune peintre sont difficiles, Goya échoue aux nombreux concours qu'il présente. 1766-1773. Goya est monté à Madrid et travaille dans l'atelier du très introduit Bailleu, peintre de la Chambre du Roi. En 1771, Goya quitte l'Espagne pour l'Italie, où il étudie les peintres de la Renaissance. À son retour, il épouse la sœur de son maître et débute une carrière qui semble prometteuse. 1774-1779. Grâce à l'entremise de Bailleu, désormais son beau-frère, Goya obtient ses premières commandes de la cour. Il peint alors de très nombreux cartons de tapisserie qui vont plaire au roi et lui permettre d'affirmer son talent. En 1779, il postule pour la place de peintre de la Chambre du Roi, mais sa demande est rejetée. 1780-1788. Goya s'ennuie à peindre des cartons de tapisserie. Il veut plus et obtient la commande d'une coupole pour la basilique Notre-Dame du Pilar. Mais cette fois-ci, Bailleu, peut-être jaloux, dénigre son travail et Goya, humilié, devra le recommencer. Entre les deux hommes, la brouille est consommée. Goya s'éloigne de Bailleu et affirme sans concession son style. Il cherche de puissants protecteurs et développe alors son activité de portraitiste. 1788-1792. Réconcilié avec Bailleu, Goya est depuis 1786 peintre du roi et fournit de nouveaux cartons pour la manufacture royale de tapisserie. En 1788, le roi Charles III meurt. Charles IV monte sur le trône et Goya est enfin nommé peintre de la Chambre. La chance semble lui sourire, mais en 1792, il tombe gravement malade et devient définitivement sourd. 1793-1807. Goya est riche et reconnu, mais malade et fortement diminué par sa surdité. Son œuvre évolue, il peint pour la première fois de sa vie des toiles qui ne sont pas des commandes, mais des œuvres personnelles. Il dessine aussi et réalise de nombreuses gravures, souvent satiriques, dans un style très libre. 1808-1811. Napoléon envahit l'Espagne, ses troupes pillent et massacrent sans discernement. L'horreur s'installe pour 6 ans d'une guerre sans merci. Goya réalise alors des œuvres graves, terribles réquisitoires contre les horreurs de la guerre.
Mais dans le même temps, soucieux de ne pas perdre sa position, il peint des portraits servant à la fois l'occupant et les futurs héros de la libération. 1812-1828. La guerre prend fin, l'envahisseur français se retire. Ferdinand VII rentre à Madrid. Goya n'est pas inquiété par l'épuration des collaborateurs, mais les commandes de la cour se font de plus en plus rares. En 1819, il achète la Maison du Sourd, où il se retire, et réalise ses célèbres peintures noires. Quelques années plus tard, en 1824, il s'exile en France. C'est à Bordeaux que, sourd et presque aveugle, il s'éteint à l'âge de 82 ans.